remercie Madame Lemaître pour ces éclairages et d'ailleurs je vous remercie aussi d'utiliser le registre syntaxique que l'on utilise dans le domaine scientifique parce que quand on parle de catalyseur, quand on parle de résilience, etc., dans le domaine des neurosciences, c'est typiquement le type de vocabulaire que l'on utilise. Par contre, vous avez beaucoup utilisé le mot récession et j'espère qu'à travers les présentations qui vont suivre, on vous montrera aussi des sources d'espoir, justement par rapport à des croissances. Et c'est ainsi que je vais commencer l'introduction se veut également un appel à la réflexion, puisqu'en fait, je vais vous donner quelques éléments que l'on va discuter à travers les différentes tables rondes. Et l'intitulé de cette introduction s'appelle Pourquoi investir dans les sciences de la vie. Alors, je vais commencer peut-être par simplement poser une définition. Qu'est-ce que les sciences de la vie? Parce qu'en fait, c'est légèrement différent du fait des biotechnologies qui est en fait le titre de la journée. Les sciences de la vie se distinguent par le fait que l'on parle des aspects scientifiques. C'est vraiment le domaine de convergence entre le monde de la biologie, de la médecine, de l'ingénierie, etc., qui va nous apporter des solutions ou surtout des opportunités. Et ce sont ces opportunités qui ensuite vont être valorisées à travers différents secteurs industriels. On peut le voir, les secteurs des sciences de la vie comme un d'entre eux. Alors bien sûr qu'on est un tout petit peu plus fin dans ces analyses, puisque souvent on regarde le monde médical, biomédical, un peu différemment du domaine des biotechnologies, ce qui m'amène à la biotechnologie, qui est l'utilisation du monde vivant, en particulier des bactéries, des levures, etc., pour nous aider à produire des substances qui sont utiles à l'homme. Et c'est finalement dans ces deux secteurs, le domaine des biotechnologies est vraiment un secteur industriel, le domaine des sciences de la vie est un domaine qui va nous amener des opportunités, mais j'ai préféré prendre le sujet de l'investissement dans les sciences de la vie parce que c'est également en fondant et en finançant le domaine des sciences qui sont plus fondamentales, des sciences cliniques, qu'on va donner ces opportunités qui vont elles-mêmes enrichir un secteur industriel qui peut être celui des biotechnologies. Mais on reviendra sur tout cela. La deuxième le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est simplement, comme l'a fait Madame Lemaître, simplement un petit panorama par rapport à quelles sont les grandes tendances dans le domaine des sciences de la vie. C'est 4 slides. Ensuite, on viendra au cœur, pourquoi investir. La première, c'est de vous montrer finalement le type de revenu qui est celui qui prévaut de façon cumulative au niveau européen et au niveau mondial. Et on voit que c'est une tendance qui est vraiment très positive dans le domaine des sciences de la vie. On reviendra après sur la base et les fondements justement de cette croissance qui a été régulière pendant ces dernières années. La deuxième chose, c'est de montrer que finalement, le Covid, bien sûr que nous avons tous été affectés, et les sciences de la vie les premiers, mais nous avons été mis à contribution pour apporter des solutions, et que finalement le Covid pour nous a été plutôt un facteur de croissance, et d'ailleurs il y a une belle illustration à travers les panélistes de ce jour, puisqu'en fait Ton Resus Madia vont nous présenter des programmes qui notamment touchent des solutions qui sont en cours de développement et qui montrent que finalement ce fut une période où la demande était forte, où le soutien a aussi été fort, il a été aussi novateur par certains aspects, notamment en Suisse, et nous a permis justement de positionner ou de repositionner et surtout d'utiliser des connaissances que nous avions dans d'autres domaines pour les mettre à disposition d'une situation que l'on aurait voulu plus ponctuelle, mais qui s'est quand même établie pendant 2 ans. La troisième chose que je voulais vous montrer, c'est le nombre de substances actives qui sont chaque année mises à disposition de la population et surtout des malades et qui restent très constants. Et finalement, dans ces nouveaux médicaments, finalement, l'on voit la quintessence de ce que peut nous apporter à la fois l'innovation de recherche, mais surtout les développements. Et cela sert de slide d'introduction, puisqu'en fait, on va vous expliquer finalement tous les écueils qui se prêtent sur le chemin qui est long et rocailleux, qui amène justement une innovation jusqu'à un marché et surtout jusqu'à un bénéfice pour ce qui est du patient. Le dernier slide, l'avant-dernier slide, pardon, c'est le type de capitaux qui ont été investis. Et l'on voit que l'on est allé vers des années records. Et là, il s'agit d'une vision qui est panoramique au niveau global. Et en Suisse, là, je ne parle pas seulement du secteur des sciences de la vie, mais vraiment de façon plus globale dans le domaine de la tech. Vous savez qu'on a dépassé la barre des 3 milliards qui ont été investis dans des jeunes sociétés. Et finalement, c'était des augmentations de plusieurs dizaines de pourcents par rapport aux dernières années. Alors, un effet cyclique, un effet domaine, etc. Simplement pour montrer la dynamique d'investissement qui prévaut et que l'on veut encore voir continuer parce qu'en fait, il y a des besoins. Et s'il y a des besoins, c'est qu'il y a des opportunités. On reviendra sur ces différents points.
La dernière chose, c'est que bien sûr que, in fine, qui va mettre ces produits sur les marchés, ce sont avant tout des grandes sociétés et des sociétés qui ont pu se développer suffisamment pour imposer une ligne de produits. On le verra un tout petit peu plus tard. Et là, la dynamique est moins favorable pour différentes raisons sur lesquelles on reviendra. Et surtout, par contre, cela en fait des opportunités d'investissement qui sont intéressantes et c'est également un point qui sera traité un tout petit peu plus tard. Donc j'ai essayé de structurer, et c'est une vision qui est très personnelle, en essayant de répondre au mieux à la question qui m'était posée, à savoir quelles sont les bonnes raisons pour investir dans le domaine des sciences de la vie. Et de nouveau, je ne prends pas les biotechnologies au sens économique du terme, mais les sciences de la vie. Alors ce sont des sujets que l'on pourra discuter à travers la table ronde, mais pour moi, je commencerai par le premier. C'est que c'est un secteur de forte croissance. C'est une des raisons principales pour lesquelles justement les sciences de la vie sont attractives. Et j'irai même une étape plus loin avec un bel exemple. Vous me direz qu'il est peut-être un petit peu solitaire, je ne crois pas. C'est simplement c'est que les biotech sont capables de changer de dimension et parfois de même de changer la face du monde en un temps record. Et j'en veux pour preuve l'exemple du Covid. Si vous regardez, et c'est le seul graphe que j'ai emprunté à votre science économique, parce que je ne suis pas familier de ce type de graphe, mais simplement ce que je voulais vous montrer à travers ce graphe, c'est simplement la croissance fabuleuse qui a été portée par deux sociétés, Biomet et Moderna, qui en quelques mois sont passées d'une valorisation qui était de 13 milliards à plus de 300 milliards. Quelle industrie est capable de produire un type de croissance tel que celui-là? Vous me répondrez. La deuxième chose, c'est que bien sûr que non seulement c'était une croissance en termes de valeur, mais c'était une croissance qui était en valeur sociétale incroyable, puisqu'en fait, elle nous a mis à disposition des vaccins. Et je pense que nous avons tous été surpris du fait que ce que l'on appelait les vaccins et qui étaient le gros désintérêt du monde pharmaceutique jusqu'avant le domaine du Covid. Personne ne s'y intéressait parce que la profitabilité, parce que la croissance, etc., c'était un non-marché. Je me serais peut-être contredit par certaines personnes. Tout d'un coup, s'est retrouvé au cœur de cible de quelque chose qui allait, quand je dis sauver la planète, en tout cas, y contribuer fortement en apportant des solutions qui étaient médicales à un problème qui était majeur, qui était global. Et d'ailleurs, je fais un tout petit aparté, puisque vous savez qu'à travers Campus Biotech, nous soutenons trois types d'activités, les neurosciences, neurotechnologies, la santé globale et la santé digitale. On reviendra sur ces aspects. Et qu'avant la pandémie, chaque fois que j'avais des visites, on m'interpellait en disant « mais qu'est-ce que fait la santé globale ?» L'air de dire que ça devait bien être quelque chose qui était peut-être utile pour certains pays dont l'intérêt était moins manifeste, en tout cas d'un point de vue économique. Je crois qu'avec la démonstration du Covid, on a tous compris que quelque chose qui pouvait se passer quelque part dans la planète allait avoir une incidence sur nous. Et ça allait devenir un problème majeur. Moi, le premier, je n'y croyais pas au départ. Au mois de janvier 2000, j'étais à Bâle dans le cadre d'une conférence. On parlait de quelque chose qui était émergent du côté de l'Asie du Sud-Est. Et je m'étais dit que comme le SRAS, etc., toutes ces contaminations, finalement, on était encore bien éloignés. Et quelle que fut pas ma surprise que de voir que finalement cela allait nous rattraper. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de ces chiffres par rapport à des valorisations boursières, c'est simplement aussi de montrer que finalement la prise de risque dans ces domaines vaut la peine. Et c'est pas Rezus qui me contradira. On avait eu la chance de faire la connaissance de Stéphane Bancel lors du développement du premier produit de Género, qui était alors le directeur général de Biomérieux. Et en fait, quelle ne fut pas notre surprise le jour où il a arrêté de porter cette magnifique société que l'on connaît tous pour se lancer dans quelque chose qui était complètement émergent. Et il fallait beaucoup de courage pour le faire. Aujourd'hui, ça paraît naturel, investir dans le RNA, pardon. À l'époque, c'était une chose qui était nouvelle. Il y avait des dogmes qui voulaient que le RNA était instable. Et d'ailleurs, on en parlait encore à table hier soir. Vous êtes peut-être sans savoir, et c'est dommage, parce que des gens qui ont travaillé sur les nucléotides circulants, c'est-à-dire l'ARN et l'ADN, eh bien, il y en a eu à Genève. Et il y a même des gens qui ont démontré le potentiel de cette approche et qui, quelque part, se sont fait virer de l'université. Il y a un très beau livre qui réplique cela, qui montre que finalement, si une idée est novatrice, si on peut avoir des arguments scientifiques, il faut y croire, il faut y investir. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que les gens qui ont investi dans Moderna, ne serait-ce qu'en regardant ces figures, ont eu finalement beaucoup de chance, puisqu'en fait, la valorisation s'est faite de façon manifeste. Mais il faut avoir du courage d'investir dans des produits et des produits qui sont nouveaux.
Ce qui montre aussi que, et je reprends un autre graphe économique, que finalement ces deux sociétés, et là en l'occurrence simplement pour la partie européenne, vous voyez à quel point la valorisation d'une société s'est substituée à toutes les sociétés. Et ça a été incroyable parce qu'en fait, la valorisation de ces vaccins est devenue prévalente. Le dernier slide que je veux vous montrer sur cet exemple pour montrer la croissance phénoménale qui peut être portée par les sciences de la vie, c'est ce graphe qui montre la valorisation de Moderna en comparaison à la valorisation de Lonza. Et pourquoi est-ce que je le mets en évidence? Simplement pour vous présenter deux types de sociétés. C'est peut-être un peu extrême, c'est la société de services par rapport à la société de produits. Et finalement, c'est souvent en termes d'investissement, des choix qui doivent être faits. Est-ce que je mise sur quelque chose qui amènera des valorisations incroyables avec un risque qui est aussi extraordinaire, ou est-ce que finalement j'investis dans quelque chose qui est plus robuste et qui quelque part est beaucoup plus diversifié, puisque cela peut servir à différentes industries. Lonza n'est absolument pas spécialisé dans le vaccin, c'est un effet d'opportunité. Moderna avait en l'occurrence besoin d'avoir des capacités de production. Elle s'est tournée vers Lonza qui avait eu l'anticipation de construire des halles qui pouvaient rapidement accueillir des lignes de production. Et c'est ainsi que finalement on s'est un peu approprié le succès de Moderna. Et je dois dire que ancien employé de Lonza, j'ai trouvé incroyablement favorable que Lonza soit mise en évidence. Par contre, je l'ai regretté parce que Lonza était incroyablement connue, aurait mérité d'être largement plus connue auparavant parce qu'elle faisait des produits magnifiques et tout le monde, en gros, s'inquiétait peu de Lonza. Donc finalement, on voit que ce type de sociétés peuvent être mises en évidence à travers des produits tels que ceux apportés par les sciences de la vie. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il est important de voir l'importance des sciences de la vie, c'est la résilience au cycle. Et là, je crois que vous avez déjà mentionné certains des critères qui font que les sciences de la vie seront toujours actuelles. C'est que finalement, on est tous mortels et on subit tous des maladies. Et que finalement, nous vieillissons tous et donc il y a un appel d'air pour de nouvelles solutions. Et surtout, il y a un besoin qui est plus marqué, puisque vous savez qu'à partir de 65 ans, j'entends les coûts de la médecine augmentent par tranche de 10 ans en étant multipliés par un facteur 10. Donc finalement, il y a un marché qui est incroyable à ce niveau. Et ce vieillissement de la population nous challenge, puisqu'en fait, on a besoin de nouvelles solutions par rapport à notamment, et ça c'est bien connu, les maladies neurodégénératives, dont un seul produit a été vraiment validé par la FDA aux États-Unis. Et la question est de se poser si c'est l'efficacité du produit qui a motivé son enregistrement ou si c'est le besoin de faire un appel d'air pour les investisseurs en les motivant en disant que finalement ces produits vraiment pourraient s'imposer sur le marché. Là, vous voyez simplement la liste des différents produits. Ce qui est montré, c'est que les grandes affections sur lesquelles des besoins significatifs sont encore là. Bien sûr, on parle du cancer, bien sûr, on parle du cardiovasculaire, mais il y a une myriade de ce que l'on appelle des maladies rares qui attendent des solutions. Et c'est pour ça que la stratification qui est faite dans le cadre du développement de portefeuilles joue un rôle qui est essentiel, puisqu'en fait, elle permet dans un premier temps de se positionner sur une indication avant d'aller vers une extension de ces indications. J'ai repris un slide qui est plus ancien, mais qui montre que finalement aujourd'hui, ce que l'on veut avec le vieillissement, c'est pas seulement d'avoir un effet palliatif, mais d'avoir aussi une qualité de vie qui soit supérieure. Et qu'aujourd'hui, le monde médical et le monde des sciences de la vie ne s'appliquent pas simplement à trouver des solutions, qui est le domaine thérapeutique, mais aussi d'intégrer la prévention, qui était connue, et surtout finalement d'intégrer justement tout ce qui est prédictif. Et là, on arrivera sur des domaines justement dont M. Menu se fera un plaisir de nous parler, puisqu'en fait, c'est toute la médecine digitale basée sur ces nouvelles connaissances, dont notamment celles qui touchent le séquençage du génome, de l'exome. Ensuite, on parlera de toutes ces variations qui sont très importantes, avec notamment l'épigénétique, qui est finalement la façon dont la lecture des gènes va se faire dans le cadre d'un environnement bien précis. L'investissement dans ces domaines est important. L'investissement doit être fait pour nous donner les outils de notre croissance. Et je prends seulement un exemple, c'est que dans le cadre de Campus Biotech, l'année passée, nous allons lever 180 millions de francs simplement pour soutenir cette recherche. Ce qui montre que des donateurs, s'il s'agit toujours de donations, sont toujours intéressés. Et cela montre finalement que ce secteur industriel appelle vraiment des solutions et que les gens
doivent s'y intéresser. Dans les 180 millions, il y a eu bien sûr plus de 100 millions qui a été mis par M. Hans-Jörg Wyss, donc cet entrepreneur qui soutient le domaine de nouvelles solutions translationnelles, c'est-à-dire de passage de l'innovation vers une utilisation de ces produits, et qui a renouvelé sa donation l'année passée. Mais il y a aussi des grandes fondations privées que personne ne nomme, mais que tout le monde connaît sur Genève, qui nous ont permis d'acquérir des appareillages de pointe, dont notamment une IRM, un magnétoencéphalogramme, et une autre fondation moins connue, Neurona, je peux la citer, qui nous a donné 40 millions pour développer le domaine des organoïdes. C'est peut-être un domaine qui vous est inconnu, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ces organoïdes? Parce qu'il s'agit de modèles que l'on veut le plus prédictifs possible pour pouvoir développer des médicaments. Et le rôle des modèles, on reviendra, enfin mes collègues reviendront là-dessus, est essentiel, parce que c'est ce qui fait le lien entre le monde de la recherche et le monde de la clinique. C'est ce qui montre finalement qu'un produit est véritablement utile. Et alors bien sûr que l'on complexifie toujours ces modèles, on passe d'un modèle génétique, un modèle cellulaire, un modèle tissulaire. Ensuite, on peut faire de la 3D au niveau tissulaire, et c'est les organoïdes avant de passer dans des méthodes complexes, avant de passer justement sur l'homme. Troisième raison, parce que c'est hautement innovant. Parce qu'on s'appuie sur de l'innovation qui est incroyable. Là, je prends l'exemple de Campus Biotech, mais je pourrais prendre l'exemple de tous nos centres de recherche, qui est justement pour ceux qui est de Campus Biotech axé sur les 3 thématiques dont je vous ai parlé. Mais ce qui fait l'originalité de Campus Biotech, c'est surtout de se rapprocher du monde industriel, de faire en sorte que cette recherche académique ne vive pas pour elle-même, qu'elle ne vive pas seulement pour avoir et créer des publications, mais qu'elle soit là pour soutenir les portefeuilles des sociétés et pour donner la possibilité à ces sociétés de profiter de notre infrastructure pour aller plus vite, pour développer leurs différentes activités, et ce, toujours sur une fabuleuse histoire qui a été écrite et qui a été coécrite par l'État de Genève, par la Confédération, par l'université, par le PFL, par les hôpitaux. Un bel exemple de travail en commun sur cette base. Et là, j'insiste toujours justement sur l'effet de ces plateformes, parce que c'est des plateformes qui coûtent très cher, non pas seulement à installer, mais à maintenir, à mettre la compétence scientifique derrière qui en tire le meilleur profit. Et finalement, c'est à travers cela qu'on peut vraiment être utile au monde industriel. Je prends simplement sur ce graphe un exemple. Quand on a une altération au niveau du neurone, eh bien, vous voyez le type de pathologie, le type d'affect que vous pouvez avoir sur une personne. C'est simplement incroyablement varié, et c'est parmi ces domaines que l'on travaille dans un monde qui change. Et ça, c'est peut-être le mot-clé. Le monde des sciences de la vie est un monde qui est en train de changer, au même titre que les slides ne défilent plus. Donc peut-être que vous pourriez les réactiver. Simplement, ça provoquerait un petit changement. Ah, pardon, c'est l'écran alors du bas qui ne réagit pas. J'étais en train de faire avancer la présentation. Voilà. Désolé. Merci de me l'avoir établi. Donc, le prochain potentiel, c'est la diversité intersectorielle. Et je trouve que c'est un des domaines très intéressants. Je reviendrai sur certains exemples. Bien sûr que pour bâtir une recherche qui est fonctionnelle et qui soit diversifiée, on doit s'appuyer sur des compétences qui sont complexes. On part toujours du patient, c'est-à-dire c'est la recherche clinique, et on va in fine vers le patient. Entre deux, on doit faire appel à de la technologie, on doit faire appel à des connaissances au niveau biologique. Et finalement, c'est un petit peu ce que vous voyez dans ce graphe. L'interopérabilité, la bioconvergence, l'interdisciplinarité sont des mots qui sont clés. J'ai mis ce schéma en introduction de votre présentation parce que la digitalisation joue un rôle qui est central dans toute cette recherche. La première étape, celle que vous voyez marquée en numéro 1, c'est simplement que le patient change. Les patients potentiels, c'est nous tous. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes tous connectés. Nous partageons nos données. Nous sommes prêts à avoir, à travers nos senseurs, nos montres, etc., et à travers notre suivi médical, nous sommes prêts à donner des informations nous concernant. La deuxième étape, c'est que le monde de la santé a largement évolué. Il y a quelques dizaines d'années, quand on parlait du monde médical, on pensait aux médicaments et à l'hôpital. Aujourd'hui, l'entre-deux est essentiel. C'est ce qui est palliatif, c'est ce qui est garder les personnes le plus longtemps possible à la maison, des opportunités d'investissement incroyables, puisqu'en fait, avec le vieillissement, le besoin est de plus en plus manifeste. Prochaine question que vous poserez, mais si la personne est à la maison, comment faire pour en fait garder le lien, pour contrôler que la prescription soit bien prise? Et là, de nouveau, l'électronique, le digital peut prendre le relais en faisant en sorte que finalement tout ce qui est IoT, tout ce qui est pilulier électronique, et je prends que des exemples triviaux que l'on connaît tous, nous permettent de rétablir ce lien.
quand l'on va générer ces contacts, on va générer, et c'est le point numéro 4, des data. Ces data, on peut parler du big data au sens large, c'est-à-dire c'est de la donnée qui n'a pas encore été validée, ou on parle de smart data, et je pense qu'on y reviendra, qui est vraiment l'information qui est vraiment utile. Et cela va changer dramatiquement la façon dont on fait deux choses. D'une part, le développement de médicaments, puisqu'aujourd'hui on peut faire cette stratification, c'est-à-dire trouver des personnes qui ont des facteurs qui font eux-mêmes justement qu'un médicament sera utile dans une première indication, quitte à faire une extension un peu plus tard. Et la deuxième raison, c'est la façon dont on conduit la recherche. Et là, je pense que j'en suis un exemple, ingénieur chimiste, au même titre que toi. Quand nous étions à l'université, elle est plus jeune, hein, je vous rassure tout de suite. Quand j'étais à l'université, finalement, le 80% de mon travail était au laboratoire. On faisait de l'expérimentation. Et 20% était peut-être au bureau, parce qu'en fait, on faisait de la modélisation, de la simulation, etc. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, on a besoin, et on a la possibilité, à travers des puissances de calcul qui sont largement supérieures, d'avoir et de faire en sorte que l'on puisse aller vers une modélisation qui est plus marquée. Et le dernier point sur lequel je reviendrai, et là c'est les business models, Ivo va nous en parler largement, parce qu'en fait aujourd'hui, et vous l'avez vu dans des modèles extrêmes, notamment ces thérapies géniques qui ont été introduites sur le marché, où finalement le producteur s'engage même à rembourser la thérapie, qui est par ailleurs fort chère, simplement si l'efficacité n'est pas prouvée. On sort d'un modèle purement de délivrance pour entrer dans un modèle de service, et finalement c'est un changement de paradigme par rapport au monde pharmaceutique, un monde pharmaceutique qui peine parfois à s'adapter à ce nouveau changement. Je prends un autre exemple alors qui m'interpelle directement, puisque ce soir, je vais lancer cette montre que j'ai eu la chance de concevoir avec des horlogers. Pourquoi est-ce que je la présente? Parce qu'en fait, c'est une montre qui est à la convergence entre le monde des sciences de la vie et le monde de la haute horlogerie. Cette montre est la montre unique qui existe, qui présente notre espérance de vie personnalisée. Elle est là non pas pour mettre de la morbidité dans une montre, mais simplement pour nous rappeler que le temps passe. Je pense que vous êtes tous à la même enseigne que moi. Les jours se sont suivis, les semaines ont suivi aux semaines, ensuite les mois passent et les années passent et on se retrouve à 55, 60, 70 ans sans avoir vu passer le temps. Et ce que je voulais, c'était redonner une valeur, une illustration au temps. Et c'est pour ça que l'on a travaillé avec des généticiens, avec des bioinformaticiens pour calculer cette espérance de vie personnalisée, l'intégrer dans le cadre de la montre et faire en sorte que les gens aient un repère temporel longitudinal et pas seulement cyclique. On pourra y revenir, vous avez simplement là deux écorchés. Et puis le dernier point, et je resterai là, c'est l'importance de penser de façon locale. Parce que nous avons une chance incroyable, c'est que nous avons de nouvelles générations d'entrepreneurs qui sont là. Quand on se lançait, quand j'arrivais dans la région il y a 20 ans, un des reproches qui nous était souvent fait, c'est de dire vous avez de la grande science, mais vous n'avez pas d'entrepreneurs. Parce que ces entrepreneurs se forment sur le terrain, ils se forment dans l'expérience. Aujourd'hui, ces entrepreneurs existent. Vous en avez plusieurs qui sont avec nous, qui vont témoigner. Et je pense que c'est une richesse incroyable parce que, à l'image de Rezus, à l'image de Madia, c'est des gens qui sont passés d'une société, qui vont profiter de l'apprentissage qu'ils ont eu dans leur société pour l'apporter à d'autres sociétés. Et c'est finalement à travers cette expertise que l'on fera croître une industrie, une économie. Et donc aujourd'hui, quand je présente Campus Biotech, ce que je veux montrer, c'est pas seulement qu'il y a une science, mais qu'il y a un impact, qu'il y a des produits qui sont délivrés, que l'on prenne Onward avec le professeur Courtine, son ambition est de faire marcher des gens. Et au-delà de ce qu'il a fait au niveau fondamental, au niveau clinique, aujourd'hui, il y a une société qui l'apporte. Que je prenne des gens qui travaillent à l'image de Daphné Bavelier, qui a été reconnue d'un point de vue scientifique. Aujourd'hui, elle a créé une société qui utilise le gaming dans le cadre de pathologie. Je prends encore un autre exemple, c'est Sophia Genetics, mais qu'on va nous présenter, qu'on a eu la chance d'héberger pendant quelques années à Campus Biotech. Je ne vais pas anticiper sur la présentation, mais c'est des personnes motivées, incroyablement intelligentes, qui ont commencé à construire dans le coin d'un laboratoire une idée et qui aujourd'hui sont présentes dans plus de 800 000 hôpitaux qui font la fierté de la Suisse. Mais enfin bref, tous les chiffres exacts, parce que j'ai de la peine à les retenir. Chaque fois que j'ai une présentation, il y en a 200 de plus. Donc j'entends, je ne sais pas où arrêter le curseur, mais ce qui montre, c'est la croissance incroyable dans un univers qui est ultra compétitif. Et on reviendra. Et des sociétés telles que Sophia doivent être des modèles pour ce que l'on veut atteindre dans le cadre
de notre région. Je prends aussi le Wyss Center qui a investi massivement dans cette translation de la science et qui aujourd'hui sort les premières sociétés, à l'image des PIOS dans le domaine de l'épilepsie. Encore une fois, chacun de ces projets va amener à une réalité industrielle et c'est ça que l'on doit réaliser et le tout dans un rayon de 50 km. Les opportunités existent et c'est pour ça que cette journée a aussi une importance, c'est de les mettre en évidence et de faire en sorte que vous puissiez parler avec ces gens pour qui l'innovation parle, qui doivent être dans un esprit collaboratif et qui travaillent à la translationnalité, c'est-à-dire vraiment le fait de prendre une idée pour l'amener directement sur le marché. C'est ce que l'on fait à travers Campus Biotech, c'est ce que l'on fait de façon plus généralement dans le canton, dans notre région, et cela vaut la peine que l'on s'intéresse, et c'est pour ça que je remercie vraiment d'avoir choisi la thématique des sciences de la vie pour cette journée. Je rappellerai en conclusion 3 points qui me paraissent essentiels, parce qu'en fait c'est eux qui touchent notre industrie cette fois. C'est que d'une part, nous sommes dans une industrie qui est innovation-based, c'est-à-dire qui doit partir de l'innovation. Seules les sociétés avec un haut niveau d'innovation vont vraiment pouvoir se positionner de façon mondiale au niveau marché. La deuxième chose, elle est basée sur une connaissance systémique et elle a besoin de réseaux qui sont forts parce qu'il est très difficile de finalement défricher ces domaines seul. On a besoin d'un réseau, on a besoin d'avoir une conviction qui soit régionale. Et la troisième chose, c'est un rappel, c'est que finalement l'économie aujourd'hui n'est plus locale et qu'il est très aisé d'être le roi dans une région, il est plus difficile de le rester au niveau mondial. La compétition est là, elle est saine, elle est bonne, mais il faut bien réaliser que finalement le ton joue aussi un rôle qui est essentiel. Et je dis trop souvent, je pense qu'en Suisse on a tout pour bien faire. Maintenant il faut mettre un peu d'enthousiasme, de dynamisme et il faut le faire. Et je vous remercie pour votre attention.